Nous remercions encore M. Godbout d'avoir accepté d'ouvrir le débat public à Québec sur son important rapport aujourd'hui devant les membres de l'Association des économistes québécois et du Cercle Finance Québec à la veille du budget. M. Godbout est professeur à l'Université de Sherbrooke depuis une dizaine d'années. Il a agi récemment comme directeur du département de fiscalité à l'Université de Sherbrooke et il est chercheur principal en finances publiques à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Je note qu'il a également participé aux travaux de la Commission sur le déséquilibre fiscal au début des années 2000. M. Godbout est titulaire d'un doctorat en droit, finances publiques et fiscalité de l'Université d'Aix-Marseille, en France. Et en plus de son intérêt pour la fiscalité comparée, M. Godbout a consacré ses recherches récentes à la structure fiscale, aux conséquences du vieillissement de la population sur les finances publiques, ainsi qu'au financement des régimes publics de retraite. Il co-dirige la publication de l'ouvrage « Le Québec économique » aux presses de l'Université Laval et a signé des articles dans de nombreuses revues canadiennes et internationales, telles que par exemple le Canadian Tax Journal, Canadian Public Policy, la revue de planification fiscale et financière, revue française de finances publiques et TaxNote International. Monsieur Godbout, je vous cède la parole, nous avons très hâte de vous entendre. Merci d'être là. Donc, évidemment, c'est avec une grande fierté qu'on vient vous parler du rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. C'est un rapport qui est volumineux. Vous allez pouvoir le trouver sur Internet en 6 volumes. Chaque volume a un rôle à jouer. Audience publique, études externes sollicitées, ce qu'on a transmis au ministre des Finances en cours de mandat, puis évidemment nos recommandations. C'est une commission où nous étions 8 commissaires, avec moi Yves Saint-Maurice qui m'accompagne. Les 6 autres ont commencé à reprendre la vie normale et avec leur occupation. Mais il y a Pierre-Carl Michaud, professeur d'université en économie, Daniel Millette, fiscaliste, Jean-Pierre Vidal, un autre professeur de fiscalité, Carole Vincent, économiste, et des gens du milieu des affaires, Dana Andes-Landy et Luc Villeneuve. Évidemment, on s'est fait dire dès le départ que le mandat était trop ambitieux et que le délai était trop court. On a adapté un plan de travail tout aussi ambitieux pour être capable de faire ça aussi rapidement. Et donc, on a fait appel à des études externes pour être capable de livrer la marchandise rapidement. On a fait appel à l'Institut du Nouveau Monde pour être en mesure rapidement de tenir des forums citoyens. Rapidement, je m'en vais vous exposer, si on décortique le mandat gouvernemental qui nous a été confié. Évidemment, il fallait favoriser la croissance économique et l'augmentation du niveau de vie au Québec. On avait aussi pour objectif de stimuler les investissements des entreprises, inciter au travail, encourager l'épargne personnelle, s'inscrire dans la logique du développement durable, lutter contre l'érosion de l'assiette fiscale ou percevoir tous nos revenus fiscaux. Et comme dernier objectif, évidemment, on peut faire tout ça et avoir plus de croissance économique et favoriser l'augmentation du niveau de vie, mais pas au prix de mettre à mal la redistribution équitable de la richesse collective et donc d'assurer un soutien adéquat aux plus démunis, qui était notre garde-fou pour être capable de faire une réforme qui se tenait debout. C'est une réforme qui est modulée dans le temps, c'est-à-dire qu'on a fait des resserrements immédiats qui se sont même retrouvés dans le point sur la situation économique de décembre dernier. Resserrements immédiats qui sont faits, on a des idées à court terme, qui vont en partie sans doute se retrouver dans le budget de demain, mais beaucoup se retrouver dans les budgets des années futures. Et on a également des propositions à moyen et long terme. 90% de la présentation porte sur les propositions de court terme, et le reste, je vais aller assez rapidement sur le moyen et long terme. Donc, en gros, la réforme est majeure. Ça va constituer un guide non seulement pour le prochain budget. On n'avait pas le mandat de faire le budget de demain. On avait le mandat de réviser la fiscalité. Ça va être une inspiration pour les prochaines années. Rapidement, la Commission est arrivée à un constat. C'est arrivé à un constat que la réforme de la fiscalité que nous allions proposer, hormis les resserrements immédiats qu'on devait livrer pour le 31 octobre, était pour être une réforme à coût nul. C'est-à-dire qu'on avait constaté que lorsqu'on compare le Québec aux autres provinces canadiennes, lorsqu'on compare le Québec aux autres juridictions, le poids de la fiscalité est déjà élevé.
plus élevé que les pays de l'OCDE. Et donc, si le poids de la fiscalité est élevé, on ne voulait pas arriver avec une réforme qui aggraverait le poids de la fiscalité au Québec. D'un autre côté, on se virait de bord, puis on regardait, puis on disait l'état des finances publiques. Le Québec a connu une petite récession en 2008 dans le cadre d'une grande récession mondiale, mais malgré tout, depuis 6 ans, on peine à retrouver l'équilibre budgétaire. Donc, on se voyait mal arriver au ministre des Finances. Voici, nous avons une superbe réforme de la fiscalité. Si vous la mettez en œuvre, il vous manque 2 milliards de dollars. Donc, on a dit, on ne peut pas aggraver le poids de la fiscalité, mais on ne peut pas promettre des baisses d'impôts dans le cadre de cette réforme-là. Donc, on arrive à une réforme à coût nul. On s'est donné un double défi dans le coût nul, c'est-à-dire que c'est à coût nul pour les particuliers. C'est-à-dire que les particuliers, chaque mesure d'augmentation de la fiscalité des particuliers était compensée par une mesure d'atténuation de la fiscalité des particuliers. Et même chose pour les sociétés. Il n'y a donc pas d'interfinancement. On ne demande pas plus d'impôts aux particuliers pour faire des baisses d'impôts aux sociétés ou vice-versa. Ça aussi, c'est un garde-fou que nous sommes imposés. Bon, l'Association des économistes quand même, donc on va partir avec des chiffres. Les impacts économiques de la réforme. Si la réforme est à coût nul pour le gouvernement en matière de recettes fiscales, elle n'est pas neutre sur l'économie. Elle procurerait, mise en œuvre, 2 milliards de valeur ajoutée sur le PIB, 600 millions d'augmentation de revenus disponibles des ménages, 600 millions d'investissements additionnels par les entreprises et à terme la création de 20 000 emplois. Le tout est faisable et on a également posé une question particulière, c'est calculé à partir du modèle d'équilibre général du ministère des Finances, poser une question additionnelle en disant est-ce que les coefficients de Gini se sont détériorés suite à la mise en œuvre de cette réforme-là? La réponse est non. La réponse est non. Donc, on maintient la même distribution plus équitable des revenus observés au Québec, même en mettant en œuvre cette réforme-là. On a posé une autre question également, on a fait calculer à partir du modèle d'équilibre général un autre aspect. Est-ce que notre réforme a des effets plus grands qu'une baisse d'impôt d'1 milliard? Donc, nous, je vais vous expliquer tantôt ce qu'on fait, mais on brasse les mesures fiscales pas mal. Et donc, même si on n'a pas de coût pour le gouvernement, ça a un effet plus grand qu'une baisse d'impôt d'1 milliard. Plus grand en termes de croissance sur le PIB, plus grand sur l'investissement privé, plus grand sur les emplois créés. Évidemment, une baisse d'impôt d'1 milliard aura un effet plus grand sur le revenu disponible des ménages. Donc, on fait une réforme de la fiscalité à coût nul, ça procure des gains, mais si on vous donne 1 milliard de baisse d'impôt, les gains seraient plus grands, on n'en disconvient pas. Donc, mais néanmoins, pour les autres paramètres, c'est un effet plus grand. Ce qui a motivé en gros notre réflexion dans la révision des modes d'imposition dans cette réforme de la fiscalité à coût nul, c'est qu'il y a des impôts qui ont des effets plus dommageables sur la croissance économique que d'autres. Il y a un bâton qui n'est pas là, qui est l'impôt sur le capital, qui est l'impôt qui a le plus d'effets dommageables sur la croissance économique, mais comme il a été, pour l'essentiel, aboli au Québec, on ne l'a pas mis dans l'échantillon ici, mais ce qu'on voit, c'est qu'aller chercher $1 de plus au Québec en impôt sur le revenu, ça réduit à terme 72 cents la croissance du PIB. Aller chercher un même $de revenu à la TVQ, ça réduit à terme la croissance du PIB de 43 sous. C'est ce petit gain-là qu'on a cherché à aller chercher en disant on va baisser un impôt qui est plus dommageable, puis on va augmenter des impôts qui, là, sont moins. Donc, l'impôt sur le revenu, à la CETAT précédente, apparaît comme un des plus dommageables sur la croissance économique. CETAT ici nous montre que cet impôt plus dommageable-là, au Québec, on le surutilise. On l'utilise énormément. Nous sommes donc dépendants à ce type d'imposition. 13 les poids de l'impôt sur le revenu au Québec, fédéral, provincial, mis ensemble évidemment, équivaut à 13 du PIB. C'est 60 de plus que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est plus que dans le reste du Canada et c'est plus qu'aux États-Unis. Une fois que la réforme proposée mise en œuvre, le Québec va toujours avoir un poids important de son impôt sur le revenu. Mais on va avoir réduit cette dépendance-là modestement. Ça va toujours rester la source principale de recette. Si nous appliquons au Québec les structures d'imposition des autres provinces canadiennes,
On s'aperçoit, prenons le cas avec l'Ontario, nous aurions perçu 6,5 milliards de moins en appliquant la structure ontarienne au Québec plutôt que la nôtre. C'est là qu'on voit que notre impôt sur le revenu, il est élevé, il est important, puis il crée des écarts de fardeau fiscal importants. 6,5 avec l'Ontario. Puis si on regarde parmi les gens qui paient ce 6,5 milliards-là, ce n'est pas les gens en bas de 30 000, ce n'est pas nécessairement beaucoup les gens à revenus très élevés au-dessus de 100 000. En gros, c'est entre les gens qui gagnent entre 30 et 100 000. Donc, notre impôt est plus important ici de 6,5 milliards, puis il est répercuté cet écart-là sur des gens qu'on pourrait ainsi dire de la classe moyenne. Donc, ce que nous proposons en termes de baisse d'impôt sur le revenu, c'est une baisse généralisée qui prend essentiellement trois formes. Abolition complète de la contribution santé. Pour ce qui est de la contribution santé, notre conclusion est assez claire. D'une part, il n'y a pas de lien entre la consommation que je fais de santé et la contribution que je paie. Et d'autre part, l'argent qu'on va chercher avec la contribution santé n'a pas de lien avec les coûts de santé au Québec. Elle n'a aucun lien du côté des dépenses réelles, puis elle n'a pas de lien du côté de l'utilisation que les gens font. Donc, on propose de l'abolir. Dans la baisse généralisée de l'impôt sur le revenu, l'autre élément qu'on propose, actuellement au Québec, dès qu'on gagne plus de 14 200 $, on commence à payer de l'impôt sur le revenu, même si on est en dessous du seuil de pauvreté. Alors, on cherche à corriger cette situation-là. On repousse le moment où l'impôt sur le revenu débuterait à 18 000 $, qui est au-dessus du seuil de la pauvreté pour une personne seule, mesurée par la mesure du panier de consommation. Donc, ça a également fait partie de la baisse généralisée. En audience publique, en forum citoyen, on s'est fait dire souvent qu'il n'y a pas assez de taux dans le barème d'imposition au Québec. Il faut plus de taux. Bon. Il y a peut-être un peu d'effet de mode dans le nombre de taux. Au début des années 80, il y avait probablement plus de 20 taux dans le barème d'imposition au Québec. Suite aux réformes de la fin des années 80, début 90, on est passé à 3 taux. Un quatrième taux s'est rajouté en 2012. Nous, on propose d'aller à 9 taux. Avec des taux plus bas, avec les premiers taux plus bas, le dernier taux au même niveau qu'actuellement. Donc, on met plus de taux dans le barème, mais le taux marginal supérieur reste à 49,97, c'est-à-dire 50 %. Il n'est pas changé. Mais tout ça, ces changements-là, impliquent une baisse de la fiscalité des particuliers de 4,4 milliards. Maintenant, il faut le financer puisque c'est à coût nul. Il faut donc aller chercher 4,4 milliards de dollars. La première façon d'aller chercher le 4,4 milliards de dollars, une des tendances dans la fiscalité sur la scène internationale, c'est d'abolir, réduire, faire le ménage dans les mesures fiscales existantes. On finance, à l'impôt sur le revenu des particuliers, le resserrement de dépenses fiscales existantes aux particuliers, à l'impôt sur le revenu et aux taxes à la consommation. On finance 25 % de la réduction d'impôt sur le revenu. Il y a une trentaine de mesures qui sont abolies, il y en a une quarantaine d'autres qui sont révisées. Pour aller chercher la somme restante, on y va du côté d'utiliser moins les impôts dommageables comme l'impôt sur le revenu, puis utiliser plus les impôts moins dommageables comme les taxes à la consommation et comme la tarification. Du côté des taxes à la consommation, on fait passer le taux de la TVQ à 11 %, c'est-à-dire qu'on rajoute un point. La TVQ actuellement est à 9,97,5. On a fait passer à 11, donc on rajoute un point. Les taxes sur les primes d'assurance passent à 11 également. L'assiette des assiettes sur l'assurance ne bouge pas. C'est ce qui est taxable reste taxable, ce qui ne l'est pas ne le devient pas, et le taux est harmonisé avec le taux de la TVQ à 11 %. Et également du côté des certains biens spécifiques, essence, bière, cigarettes, une stratégie d'augmenter sur 5 ans les taxes spécifiques à cet égard-là. Ça nous permet d'aller chercher 2,7 milliards pour financer la réduction d'impôt sur le revenu des particuliers. On aurait pu vouloir faire un redosage plus important. Tant qu'à faire, pourquoi aller chercher juste un point à la TVQ? Mais quand tu compares le Québec aux autres provinces canadiennes, on s'aperçoit qu'on surutilise l'impôt sur le revenu, on surutilise les taxes à la consommation, on surutilise... C'est sûr que ça limite un redosage quand on surutilise tout.
si nous avions eu le taux de la taxe de vente albertaine de 0, le redosage aurait pu être plus majeur, évidemment. Donc, on a limité, puis on a considéré qu'un point. Ça l'amènerait l'écart avec l'Ontario à 3. La TVH en Ontario est de 13. La TVQ, TPS mise ensemble, une fois la réforme mise en œuvre, serait de 16. Il y a un écart de 3 points. Si on se compare dans les pays européens, non pas sur le niveau de la taxe, mais sur les écarts de taux entre les pays, il est pas rare de constater, quand tu regardes entre les pays, qu'il y a des écarts de 3, 4, 5 points entre les pays limitrophes. Et donc, on a pensé que c'était viable d'avoir un écart jusqu'à 3 points avec la taxe de vente. Du côté de la tarification, deux éléments spécifiques ont retenu notre attention. Donc, on a fait le choix de ne pas embarquer dans la tarification de la santé à cause de la loi canadienne sur la santé. On a fait le choix de ne pas réouvrir le débat sur les tarifs, les droits de scolarité, considérant le débat qu'il y a déjà eu ces 2 dernières années. Donc, on a limité à 2 biens, tarification des services de garde et tarification électrique. Du côté de la tarification des services de garde, évidemment, on est conscient que le gouvernement a déjà fait son choix à l'automne dernier. Néanmoins, le ministre nous avait demandé notre avis. On lui avait livré notre avis avant que les décisions soient prises. C'est rendu public dans notre rapport. Essentiellement, ce qu'on proposait, c'était d'aller chercher un tarif unique au départ, plus élevé, 35 $ par jour, de mettre un crédit remboursable majoré qui aurait fait en sorte que les ménages à bas revenus auraient payé moins qu'avant, les ménages de la classe moyenne auraient payé moins qu'avant, et en faisant passer le tarif à 35 $ par jour, on aurait maximisé la déduction fédérale des familles, ce qui fait que le gouvernement du Québec aurait fait une économie de 101 millions par rapport à la situation qu'il a choisie. Bon, ceci étant, c'était une des recommandations. La deuxième concerne les tarifs électriques. Du côté des tarifs électriques, 2 éléments. On parle d'augmenter le tarif sur le kilowattheure de 8 dixièmes de scène sur tous les kilowattheures. Et on parle de mettre en place une deuxième mesure qui est une taxe qui arriverait sur la surconsommation électrique. Juste avant que je passe à ces 2 éléments-là concernant l'électricité, aussi, on est conscient que les taxes à la consommation, TVQ, ce n'est pas un modèle de taxe progressive, donc on a compensé en bonifiant le crédit pour la solidarité de 310 millions qui vient compenser pour les plus démunis l'augmentation de la TVQ. On arrive au truc électrique, les 2 propositions, 8 dixièmes de scène au bloc patrimonial et taxe à la surconsommation. La taxe à la surconsommation, même si on écrit ici selon petite, grande, moyenne maison, ce n'est pas basé sur la taille des maisons, c'est basé sur la consommation d'électricité, évidemment. Du côté de la taxe à la surconsommation, il y a déjà à l'intérieur des tarifs d'Hydro-Québec un tarif plus bas sur le premier 30 kWh par jour, pour ceux qui regardent leur facture avant de les payer, puis un tarif plus élevé sur à passer 30 kWh par jour. Donc 5 cents et demi, 8 cents et demi, passer 30 kWh par jour. Nous, ce qu'on propose, c'est passer 80 kWh par jour, de rajouter soit un autre tarif, soit une taxe à la surconsommation qui équivaudrait à une augmentation de 10 %. Les deux mis ensemble, ça fait en moyenne, selon les calculs d'Hydro-Québec, une augmentation des tarifs sur une base annuelle de 108 $ pour un 5,5, de 204 $ pour une petite maison de 30 par 40. C'est la consommation qui compte, c'est pas la superficie. Et aller jusqu'à 700, un peu moins de 700 $ pour les grandes maisons. Bon. On a proposé d'abolir 30 mesures fiscales, d'en resserrer, revoir une quarantaine. Évidemment, ce n'était pas pour aller en créer 40 nouvelles de l'autre côté. Mais on en a créé 2 nouvelles que je vous présente à l'instant. La première concerne la problématique des taux implicites d'imposition élevés. Alors, dans le cas de couple monoparentale avec enfants ou famille, couple avec enfants ou famille monoparentale avec enfants, il arrive souvent qu'autour d'une zone de revenus autour de 40 000 $, 30 000 $, aller gagner des revenus additionnels a un taux d'imposition sur ce revenu additionnel-là assez élevé. Il ne faut pas confondre le problème. Ces gens-là ne paient pas trop d'impôts, ils ne paient pas beaucoup d'impôts, mais s'ils vont chercher plus de revenus de travail, la part que le gouvernement veut prendre dans ce plus de revenus de travail-là est élevée. Alors, on cherchait une solution à ça, et la solution que nous avons trouvée
consiste une augmentation de salaire annuel jusqu'à 5 000 $ par rapport à l'année précédente, ferait en sorte qu'on paierait sur le 5 000 $ additionnel ou sur le 1 000, ici c'est un exemple avec 1 000 $, toute l'augmentation d'impôt sur le revenu. Donc, la proposition ne change pas l'impôt à payer sur le revenu, ne change pas les cotisations sociales à payer sur l'accroissement de revenus de travail. Par contre, on vient diminuer de moitié le revenu qu'on considérait en plus pour la réduction de certaines prestations. On parle du crédit pour frais de garde, de la prime au travail et du crédit pour solidarité. En réduisant l'accroissement de revenus dans l'année pour ces trois crédits-là, on peut, dans une situation à 41 000 $, faire passer la ponction du gouvernement du Québec seulement de 613 $ sur le 1000 additionnel à 430 $. Donc, il y a un effet clairement sur les taux implicites d'imposition. Évidemment, on suggère que si le fédéral faisait une mesure similaire, l'effet global serait encore plus grand et pourrait avoir des effets sur, dans le fond, une trappe à la pauvreté qui fait que dans ces zones-là, on n'a pas intérêt à vouloir nécessairement aller gagner plus de revenus de travail. La deuxième mesure que nous proposons s'inscrit dans le contexte des changements démographiques du Québec. Quand on regarde la cohorte des gens en âge de travailler pour les 20-30 prochaines années au Québec, il n'y aura pas d'accroissement des 15 à 64 ans. Par contre, il va y avoir, donc si on veut augmenter nos taux d'emploi, il faut nécessairement qu'à l'intérieur de la cohorte, les taux d'emploi s'améliorent. Et donc, il y ait plus de gens qui veulent travailler. On s'aperçoit aussi dans les cohortes que le nombre de personnes de 60 ans et plus va beaucoup augmenter. Si nos taux d'emploi chez les gens de 15 à 55 ans sont tout à fait comparables sur la scène canadienne, même des fois supérieurs du côté des femmes notamment, ce n'est pas nécessairement le cas du côté des gens de 60 ans et plus. Donc là, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire augmenter les taux d'emploi des travailleurs d'expérience. Alors, on crée une prime pour les travailleurs d'expérience. Cette prime pour les travailleurs d'expérience-là commencerait à s'appliquer dès 60 ans, puisque l'âge moyen de la retraite au Québec est relativement jeune. On a dit si on commence seulement à 65 ans, puis les gens sont déjà partis à la retraite, ça veut dire que la stratégie, c'est de les faire revenir, mais je pense que c'est plus dur de faire revenir des gens que de déplacer le moment du départ. Donc, on commence la mesure dès 60 ans. Dès 15 000 de revenus de travail gagnés à 60 ans, on aurait une prime de 1 500 $ au titre de travailleurs d'expérience. Il y a un plateau, cette prime-là, vous y auriez droit entre 15 000 et 30 000 $ de revenus de travail. Et passé 30 000 $ de revenus de travail, la prime diminuerait progressivement, ce qui fait en sorte qu'entre 60 et 64 ans, passé 45 000 de revenus, vous n'auriez plus la prime. Évidemment, on a fait cette chute-là du côté de la prime parce qu'on veut vraiment inciter les gens à bas revenus à rester sur le marché du travail et non pas un professeur d'université de 60 ans, il va travailler de toute manière et on ne voulait pas le compenser pour faire ce qu'il doit faire. Donc, la prime diminue de cette façon-là. Passé 65 ans, la prime, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a majorée et elle atteint maintenant 2 500 $. Le même paramètre s'applique. Et donc, passé 30 000 $, elle diminue progressivement. On pense que ça peut avoir des effets sur le nombre d'emplois. Et notez que, tantôt, quand je vous ai parlé de créer 20 000 emplois de plus avec la réforme, les chiffres que je vous disais ne pouvaient pas prendre en compte une mesure de cette nature-là. Et donc, c'est des emplois en plus qui peuvent découler de ça. Je vous ai parlé d'une réforme tantôt à coût nul, mais là, on a fait un à coût nul à coût nul. À l'intérieur du soutien aux enfants, c'est une mesure qui existe pour les familles qui ont des enfants mineurs. Cette mesure-là coûte à peu près 2,2 milliards de dollars par année. On a cherché à en améliorer son fonctionnement à l'intérieur du même coût. Et donc, la mesure coûte encore 2,2 milliards par année une fois qu'on a fini le travail. Ce qu'on a fait ici, essentiellement, pour une famille qui a 2 enfants, la prime atteint 3 600 $ et on commence à la perdre dès qu'on gagne plus de 47 000 $. On la perd au rythme de 4 % par année. Oui, c'est 4 % par dollar de revenus. Et autour de 110 000, ben là, on atteint un plancher qui est 1 300 $. Je ne dirais pas que j'ai entendu ça 2 500 fois, mais j'ai quand même entendu des familles à revenus élevés nous dire c'est bizarre, hein? On n'en a comme pas besoin de ce montant-là, puis pourquoi vous nous envoyez 30 $ par mois? Est-ce qu'il y a moyen de l'utiliser mieux?
Bon, ça nous a inspiré. Au lieu de réduire à partir de 47 000, on réduit à partir de 50 000. Au lieu de réduire la prestation au rythme de 4 on le réduit au rythme de 3 ce qui fait que les familles entre 47 000 et 125 000 reçoivent plus suite à la modification qu'avant, ce qui fait que les familles entre 125 000 et 170 reçoivent moins qu'avant, puis les familles de plus de 170 reçoivent plus rien. C'est le changement, mais tout ça s'opère sans coût sur les finances publiques, simplement de réallouer l'argent vers les gens essentiellement entre 47 et 125 000. Tantôt, je vous ai dit effectivement qu'on avait un souci de ne pas détériorer les inégalités. Et donc, on avait bonifié le crédit pour la solidarité, pour tenir compte de l'augmentation de TVQ. En augmentant le seuil à partir duquel l'imposition débute, on améliore également l'équité. En baissant les taux, les premiers bas du premier barème, puis en faisant en sorte que le dernier soit de même niveau, nécessairement, on a un système qui est plus progressif. Je ne vous ai pas parlé, mais on bonifie la prime au travail, on crée la prime aux travailleurs d'expérience, on élimine les mesures fiscales qui profitaient mieux aux plus nantis. Nous, on dit qu'à terme, la réforme mise en œuvre offre une meilleure prise en compte de l'équité. Bon. Si on met tout ça en œuvre du côté des particuliers, je vous ai parlé tantôt d'un écart de fardeau fiscal avec l'Ontario de 6,5 milliards du côté de l'impôt sur le revenu. Si on met tout ça en œuvre, on réduit de moitié l'écart de fardeau fiscal entre le Québec et l'Ontario. Québec actuel, c'est 100. Québec, avec les recommandations, c'est 93. Puis Ontario actuel, c'est 87. Donc, on réduit de moitié l'écart. Puis entre le Québec et la moyenne des autres provinces, la moyenne canadienne, c'est-à-dire, on a atteint pratiquement la moyenne canadienne avec les changements que nous proposons. C'est vrai que, par contre, du côté des écarts de fardeau fiscal pour les taxes à la consommation, on les aggrave, mais on dit si on fait le choix d'avoir plus de fiscalité au Québec, faisons le choix d'avoir une fiscalité moins dommageable sur la croissance économique. Bon, on a essayé de mettre dans une seule acétate tous les calculs que nous avons faits pour voir l'impact de la réforme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, on a fait des études, des calculs d'impact pour des cas particuliers, personnes vivant seules, couple avec enfants, famille monoparentale, couple 2 enfants en préscolaire, couple 2 enfants d'âge scolaire, couple de personnes de 60 ans qui travaillent, 65 ans qui travaillent ou qui est pensionné. Donc, on a fait tous nos calculs là-dedans. Là, je vous dis qu'est-ce qu'on considère dans le calcul et qu'est-ce qu'on ne considère pas. On considère dans le calcul l'impôt sur le revenu, les changements à l'impôt sur le revenu. Donc, il y avait une déduction pour travailleurs qu'on enlève, on bonifie la prime au travail, on bonifie le crédit pour solidarité. Tout ça, c'est calculé dans les impacts. Et autre élément qu'on considère dans le calcul, ici, c'est l'augmentation de la TVQ. Donc, on a considéré tout ça. Et on vous le mesure, on vous le montre ici en augmentation du revenu initial gagné. Quel est l'impact? Donc, en gros, ça tourne autour de 2 pour les gens entre 40 et 100 000. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ça profite particulièrement à la classe moyenne. Ce qui n'est pas dans le calcul, augmentation de taxes sur l'essence, augmentation de taxes sur la cigarette, augmentation de taxes sur la bière, même hydroélectricité, même électricité. Parce que là, ça devient extrêmement dur pour chacune des situations de ménage et pour chacune des situations de revenus d'avoir des hypothèses qui fonctionnent correctement. Et donc, pour éviter ce fiasco-là, nous ne les avons pas considérés, mais je vous rappelle qu'à l'hydroélectricité, on parle de entre 108 et 700 $. Même si on ajoutait ces chiffres-là, entre 40 et 100 000, les gens sont toujours il y aurait toujours un chiffre positif en termes d'impact et ça tient déjà compte de la TVQ. Du côté des sociétés, donc on a fini particulier, du côté des sociétés, c'est la même logique qui s'est appliquée. Donc, on réduit l'imposition des sociétés pour 1,6 milliard. On le finance par des resserrements aux mesures fiscales des sociétés pour 101 milliards. Et je vous ai parlé du 8/10 dessous au bloc patrimonial sur l'électricité. Évidemment, ça s'applique sur tous les kilowattheures, y compris ceux des entreprises. Par contre, bien sûr, la taxe à la surconsommation s'appliquera pas aux entreprises. De passer 80 kWh par jour, c'est pour le résidentiel ou pour le domestique seulement. Bon, c'est encore à coup nul. Évidemment, si on ne veut pas resserrer les mesures fiscales, on n'a plus d'argent pour aller faire des révisions de l'imposition des sociétés. Du côté des sociétés, ce qui est intéressant, c'est de faire le point.
à l'égard du taux général d'imposition des sociétés. En 2000, nous avions le taux d'imposition générale des sociétés le plus bas au Canada. Or, le Québec est la seule province qui a augmenté son taux d'imposition générale des sociétés depuis 2000. Les autres provinces l'ont soit laissé inchangé, soit diminué. Pourquoi on a augmenté notre taux d'imposition des sociétés entre 2000 et 2014? Parce qu'on voulait abolir la taxe sur le capital. Et donc, on a fait un redosage dans les années 80 entre un impôt plus dommageable puis l'impôt sur les profits qui l'était moins. C'est ça qu'on a fait pour que ça se finance de cette nature-là. Et donc, aussi bien qu'aujourd'hui, on a un taux d'imposition, les autres provinces étant moins dépendantes à l'époque de la taxe sur le capital n'ont pas eu à faire ces augmentations-là. Et donc, on se retrouve avec aujourd'hui un taux plus élevé qu'en Ontario, plus élevé qu'en Colombie-Britannique et plus élevé qu'en Alberta. Ce qu'on propose, c'est d'aller à un taux d'imposition de 10 comme taux général des sociétés au Québec. Et lorsqu'on ajoute la part fédérale, qui est de 15 nous aurions donc un taux de 25 On prétend que ce serait un taux qui serait facile à vendre sur la scène internationale. Donc, ça, c'est du côté du taux général des sociétés. Du côté des PME, et en 2000 et en 2014, nous avons un taux d'imposition des PME plus élevé. Il a baissé, mais il a encore baissé davantage dans les autres provinces canadiennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les PME? Nous, on a regardé du côté des écrits, des gens de l'OCDE, a tendance à nous dire que si on avait un seul dollar de baisse d'impôt à faire, il fallait le faire sur le taux général à la CEPAC précédente et non pas le faire pour les PME. Bon, d'accord avec ça, si on avait sur un seul dollar, on voudrait aller de l'autre côté, mais là, est-ce qu'on peut, dans un contexte où les autres provinces canadiennes offrent des taux d'imposition plus bas pour les PME, est-ce qu'on pourrait ne rien faire? Donc, ce qu'on a proposé de faire comme solution, c'est de mettre en place une prime à la croissance. La prime à la croissance s'appliquerait sur les revenus des PME excédant 100 000 jusqu'à 500 000 et ça permettrait d'avoir un taux marginal qui s'appliquerait sur cette zone-là entre 100 000 et 500 000 de 4 Ça s'appliquerait aussi seulement aux entreprises qui ont 5 employés ou plus. En faisant ça, on aurait un taux extrêmement compétitif et qui s'appliquerait sur une assiette plus restreinte. L'idée derrière ça, c'est de favoriser les entreprises à basculer dans cette zone payante-là de plus de 5 employés et de plus de 100 000 pour avoir un taux marginal de seulement 4 Et là, notre 4 bien, ça rentrait même favorablement avec l'Ontario dans cette zone payante-là. Si on fait ces deux gestes-là à l'impôt des sociétés, à l'impôt sur le revenu des sociétés, le taux à 10 général et la prime à la croissance, on élimine complètement l'écart de fardeau fiscal à l'impôt sur le revenu des sociétés avec l'Ontario. Donc, le travail serait fait. Il reste un autre impôt pour les sociétés où le travail est loin d'être fait, c'est que ça concerne la taxe sur la masse salariale, ou que, ici on appelle la taxe, le Fonds de service de santé. Donc, allez jusqu'au 31 décembre dernier, le taux était uniforme, les PME payaient 2,7 et le taux augmentait jusqu'à 4,26 pour les grandes entreprises. Dans le point sur la mise à jour économique, dans le point sur la situation financière et économique de décembre dernier, le ministre a fait une entorse, il a fait baisser le taux seulement pour le secteur primaire et manufacturier à 1,6 pour les entreprises, pour les PME. Donc, notre recommandation, nous, c'est d'uniformiser ce 1,6 %-là pour toutes les PME de tous les secteurs d'activité. Donc, on note actuellement au Québec, notre taux il est plus élevé qu'ailleurs, puis il s'applique également dès le premier dollar de masse salariale versé. Donc, pour les PME qui bénéficieraient de la réduction de 2,7 à 1,6 ça veut dire que sur la charge fiscale du FSS payée à chaque année, il y aurait 40 de réduction sur une charge fixe qui n'est pas liée au profit qu'elle génère, qui n'est pas liée à la profitabilité de l'entreprise. Bon, évidemment, comme je le dis, c'est une réforme à coup nul, donc pour être en mesure de faire nos baisses d'impôts, il faut qu'il y ait des changements de l'autre côté. Actuellement, au Québec, nous avons une particularité, nous avons un certain nombre de crédits d'impôt qui sont remboursables. Les crédits d'impôt remboursables au Québec atteignent 1,8 milliard de dollars. Il y a seulement 4 des sociétés québécoises qui réclament ces crédits d'impôt remboursables-là. Il y a seulement 100 entreprises au Québec qui obtenaient 42 du 1,8 milliard.
Au total des entreprises qui ont 1,8 milliard, à la fin de l'année, il y en a plus d'entreprises, une entreprise sur deux qui n'a pas d'impôt à payer. Ce qui fait que comme elle n'a pas d'impôt à payer, on lui dit, c'est pas grave, donnez-nous votre adresse, on va vous envoyer le chèque par la poste. C'est un peu ça qu'on remet en cause ici. Mais pas n'importe comment. On le remet en cause en disant, pour les PME, sans doute qu'enlever la remboursabilité, ça va avoir beaucoup d'effets sur leur liquidité. On pense que les grandes entreprises, à terme, sont capables de l'absorber, cette fin de la remboursabilité-là. Ce n'est pas les crédits qu'on remet en cause. On n'enlève pas le crédit continue d'être là. Et si pour une année donnée, vous n'avez pas d'impôt à payer et vous êtes une grande entreprise, on dit, bien, gardez le crédit, vous le prendrez l'année prochaine. Puis si l'année prochaine, vous n'avez pas d'impôt à payer, on dit, gardez le crédit, vous le prendrez l'année suivante. Le problème arrive lorsqu'une entreprise n'a jamais d'impôt à payer. Mais ça, c'est un bon débat à avoir. Est-ce qu'on veut donner des crédits d'impôt à des entreprises qui n'ont jamais d'impôt à payer au Québec? C'est ça qu'on lance comme discussion ici, avec la fin progressive de la remboursabilité sur les crédits d'impôt pour les grandes sociétés. Bon. Progressive, ça veut dire sur 5 ans, on ne fait pas ça d'un coup. Et donc, on laisse ces entreprises-là qui n'auraient jamais d'impôt à payer au Québec 5 ans pour découvrir comment importer des profits ici. Bon. Du côté des mesures fiscales aux sociétés, on fallait faire le ménage également, donc on a fait l'analyse de l'ensemble des mesures fiscales aux sociétés. Il y a des mesures qui sont bonifiées en petit nombre, il y a des mesures qui sont maintenues, il y a des mesures qui sont non reconduites et il y a des mesures qui sont abolies. Bon. En faisant l'analyse, puis vous vous souvenez sans doute que dans le budget de juin dernier, le ministre des Finances avait fait une coupe paramétrique dans tous les crédits d'impôt en enlevant grosso modo 20 de la valeur que ces crédits d'impôt-là avaient. Donc, en analysant ces mesures-là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de grande compétitivité entre le Québec et l'Ontario, notamment concernant les titres multimédia, avec une possibilité de délocalisation d'emplois. Et donc, on bonifie le crédit pour titres multimédia, mais on le bonifie par rapport à la situation actuelle, mais il va quand même être inférieur à la situation qui prévalait avant la coupe paramétrique de juin. Donc, on revient un petit peu sur la proposition. Pour des crédits à la culture, des crédits qui concernent la production, enregistrement sonore, production de spectacles, doublage de films, édition de livres, on en est venu à la conclusion que les coupes de juin devraient ne pas s'appliquer. Donc, on propose de revenir à la situation initiale dans ces cas-là. Du côté des mesures non reconduites, du côté des mesures maintenues, crédit d'impôt pour la recherche et le développement, il y a eu des changements en juin dernier, il y a eu des changements dans le point sans mise à jour économique. Nous, on a dit, considérant qu'il y a eu beaucoup de changements récemment, on propose de le maintenir tel quel et de ne plus toucher au crédit d'impôt à la R&D. Du côté... tu as dit quelque chose de pas correct? Non, ça va. C'est un signal, il me reste tout le temps. Donc, c'est le ministre qui appelle, du côté des crédits maintenus, le crédit important pour la culture, crédit production cinématographique et télévisuelle québécoise. Nous, il y a eu quelque chose qui est en juin qui a été un resserrement, mais on n'en fait pas d'autres, on le laisse tel quel. Dans les mesures non reconduites, il faut comprendre que c'est à terme. En faisant le choix d'aller à un taux d'imposition de 10 pour favoriser l'investissement, on renonce à la poursuite du crédit d'impôt à l'investissement. Et donc, à partir de 2018, on propose de ne pas le reconduire. Du côté des crédits d'impôt pour le développement des affaires électroniques, on pense que c'est un secteur qui est arrivé à maturité. C'est aussi ça le défi que les crédits d'impôt, on les met en place pour aider un secteur, mais si le secteur arrive à maturité, il faut être capable d'enlever l'aide. Cette aide-là a été reconduite en 2013, jusqu'en 2025. On dit comme l'aide a été reconduite jusqu'en 2025, on propose de la maintenir, pour maintenir le signal qui avait été envoyé à l'époque, mais de ne pas la reconduire au-delà de 2025. Des exemples de mesures abolies. Centres financiers internationaux, on propose à terme 2022 de l'abolir. Crédit d'impôt relatif aux ressources, ça se additionne aux actions accréditives. On dit lorsque la conjoncture sera favorable, il faudrait abolir ça. Et le crédit à la culture qu'on remet en cause, c'est le service de production cinématographique. Essentiellement, ça concerne le tournage de films étrangers. On dit annonçons dès maintenant que ce crédit-là va être aboli dans 5 ans, progressivement jusqu'en 2023. Donc, dans 5 ans, le crédit diminuera d'importance. Une fois qu'on a fait tout le ménage de la dépense fiscale,
On se dit que ce serait une bonne idée d'assurer dorénavant une saine gestion dans les mesures fiscales qui existent. Donc, on propose une série de mesures. Le gouvernement, l'année passée, parlait beaucoup de cran d'arrêt, en disant, si vous voulez mettre une nouvelle dépense publique, il faudra en enlever une autre. Donc, nous, ce qu'on a dit, on dit, si vous voulez avoir un cran d'arrêt aux dépenses budgétaires, si on ne veut pas que tous les ministres disent, bien d'abord, on va faire ça par la mesure fiscale au lieu de le faire par le budgétaire, il faudrait qu'il y ait le même mécanisme d'arbitrage dans la fiscalité. Un autre élément, c'est à chaque année, le ministère des Finances fait un très bon document, ça s'appelle les dépenses fiscales, et donc il liste toutes les mesures fiscales qui existent, y compris leurs coûts. Mais ce document-là ne se retrouve pas dans la documentation budgétaire. Il apparaît sur le site Internet du ministère des Finances, à un moment donné. La date n'est pas toujours la même. Éric me dit de ne pas dire que ça peut sortir en juillet, mais le document, généralement, peut paraître à n'importe quel moment de l'année. Bon, souvent au printemps. Cela dit, ce document-là n'étant pas dans la documentation budgétaire, il n'y a pas de discussion au Parlement qui se fait là-dessus. Il y en a moins, puisque ça peut être mis sur un site Internet le vendredi après-midi. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est de l'insérer dans la documentation budgétaire. Il y a déjà du temps qui est consacré à discuter des documents budgétaires. Et donc, sûrement que les partis d'opposition vont questionner sur ce document-là s'il était dans les documents. C'est ce qu'on propose. On propose également que tant qu'à faire ce document-là à chaque année sur les dépenses fiscales, ce serait peut-être bon d'ajouter une évaluation périodique de certains crédits d'impôt à l'intérieur du document, comme le fait notamment le gouvernement fédéral à certains égards. Pour accroître la transparence du côté des dépenses fiscales, ce qu'on propose, lorsque le Québec fait une subvention à une entreprise, c'est connu. On est capable de savoir qui a eu combien en subvention. Par contre, on n'est pas capable de savoir qui a eu combien en crédit d'impôt. On propose pour les crédits d'impôt aux sociétés, aux particuliers, aux sociétés, donc de dire, au-delà d'un certain seuil, qui a reçu les crédits d'impôt. C'est ça essentiellement que nous proposons comme changement dans la culture des mesures fiscales. Du côté de l'érosion de l'assiette fiscale, notre attention a porté essentiellement sur 3 points, mais peut-être vous mentionnez un peu les bâtons qui sont là. Évidemment, c'est dur de mesurer les pertes fiscales associées à l'évasion fiscale. C'est dur parce que qui dit évasion fiscale dit argent caché. Il faut donc jouer au détective pour trouver cet argent-là. Les bâtons que nous voyons là, néanmoins, ça donne une ampleur des investissements directs étrangers du Canada vers d'autres juridictions. On a enlevé les États-Unis parce que, c'est normal d'avoir des échanges économiques avec les États-Unis lorsqu'on est au Canada. Puis le bâton, il serait suffisamment long jusqu'ici, sans doute. Donc, on a parti avec le deuxième pays où il y a le plus d'échanges en investissement direct étranger, c'est le Royaume-Uni. Encore une fois, les liens entre le Canada et le Royaume-Uni justifient peut-être ces investissements directs étrangers-là. Mais quand on arrive au 3e pays, c'est la Barbade, le 4e est le Caïman, 5e Luxembourg. Ça devient des pays où la fiscalité est favorable. Et il n'y a pas de commune mesure entre les échanges économiques réels entre le Canada et ces juridictions-là. Ces données-là viennent de Statistique Canada et sont valables pour le Canada, mais il n'y a pas de données provinciales de cette nature-là pour le moment. La Commission s'est penchée sur trois fronts en matière de maintenir l'assiette fiscale ou contrer l'érosion. La lutte contre l'évasion fiscale, essentiellement, sur le plan interprovincial, on dit qu'il faut vraiment discuter sur toutes les tribunes, le Conseil de la Fédération, les rencontres des ministres des Finances, sur ces enjeux-là. Il y a des enjeux d'érosion sur la scène interprovinciale. Sur la scène internationale, le Québec doit avoir évidemment les yeux rivés sur ce qui se fait à l'OCDE. Puis le Québec devrait également se doter d'un centre de savoir-faire en matière de détection de l'évasion fiscale. Les enjeux du commerce électronique, à nos yeux, il y a urgence d'agir. Ce n'est pas un problème québécois, par contre, c'est un problème mondial. Il y a urgence d'agir de ce côté-là. Encore une fois, il y a des solutions à la fois interprovinciales et internationales de proposer. Et du côté des fiducies, c'est 2 mots pour vous dire, les fiducies permettent, dans certaines planifications fiscales, de changer complètement la facture d'imposition. Alors nous, ce qu'on propose, à des problèmes techniques, on a des solutions techniques, notamment d'empêcher des revenus locatifs de s'imposer dans une autre province canadienne simplement en passant par une fiducie.
Donc, perspective de développement durable, s'inscrit dans la logique. Évidemment, taxe sur l'essence, augmentation des tarifs électriques, c'est déjà mieux utiliser nos ressources énergétiques, dont j'en avais déjà parlé, mais ça reprend cette logique-là du développement durable. Puis on propose également d'intégrer du mieux possible, toutes les fois que ça l'est, l'écofiscalité par l'application de principes d'utilisateur-payeur ou de pollueur. Utilisateur-payeur ou pollueur-payeur. Bon. C'est à ce moment-ci que j'arrivais au ministre des Finances et j'ai dit, mais maintenant j'ai parlé du court terme, on va parler du moyen terme. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'effets, beaucoup de mesures sur le court terme. Le moyen terme va beaucoup plus vite, une seule acétate, puis le long terme encore plus vite, une autre seule acétate. Du côté, on revient donc à la fiscalité particulier et société ensemble. Et du côté de la perspective de moyen terme, on pense qu'on devrait revoir l'imposition du gain capital. On remettrait en cause le principe où, lorsqu'on réalise un gain capital, il y en a seulement la moitié qui rentre dans la déclaration d'impôt. On éliminerait ça. En contrepartie, on prendrait en compte l'inflation dans la détermination du gain capital imposable. Du côté des règles concernant les résidences principales, on maintient l'idée que la règle générale, c'est que les résidences principales ne sont pas imposables. Par contre, on propose de mettre un plafond. Quelqu'un qui vend une maison 10 millions au Québec, il a payé 1 million. Peut-être que le 9 millions exempté est surdimensionné. Et donc, on propose de le limiter à 1 million sur l'année. Et on propose également, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, des agriculteurs, l'exonération cumulative des gains capital qui existe au moment où on vend son entreprise, généralement pour se préparer à la retraite, au moment de la retraite, propose de remplacer cette mesure-là par la possibilité de transférer de l'argent dans son REER. Donc, ce serait une meilleure façon de prévoir la retraite des gens, parce qu'ils vendent leurs entreprises, non pas d'avoir un 800 000 pas imposable en gain capital, et de pouvoir contribuer, faire une contribution additionnelle à son REER. Ça, on ressort d'une vieille idée. Ça avait été proposé au fédéral en 96-17 par Jack Mintz dans une commission d'examen de la fiscalité des entreprises et au Québec par Alban Damour dans une autre commission pour le financement des services publics. Donc, tout ce qu'on vous dit du côté du gain à capital, la raison pour laquelle on le met à moyen terme, c'est qu'on pense que ça doit se faire de manière coordonnée à l'échelle canadienne. Si Québec voulait faire ça seul, ça se pourrait que ça ait plus d'effets dommageables sur les recettes fiscales que de ne rien faire. Donc, les gains capital pourraient se déplacer. Donc, on dit, travaillons de manière coordonnée à l'échelle canadienne si on veut mettre en œuvre cette mesure-là. Du côté d'une réflexion à plus long terme, nous arrivons à l'idée qu'il faudrait poursuivre les réflexions sur la manière d'imposer le revenu des particuliers. Les pays scandinaves ont mis en place dans les 20 dernières années un système d'imposition que nous appelons ici un système d'imposition à 2 volets, mais qu'ailleurs on appelle le dual income tax. Donc ce système d'imposition-là, sans rentrer dans les détails, permet d'avoir des effets plus favorables sur la croissance économique sans augmenter les inégalités. Dernièrement, dans le reste du Canada, on en a parlé de cette mise en œuvre-là. Kevin Milligan de l'Université de la Colombie-Britannique en parlait. Jack Mintz en a parlé également. Et s'il y avait une réforme de la fiscalité, c'est des avenues qu'on devrait continuer d'explorer. Nous, on dit qu'il faut le faire aussi dans l'échelle canadienne. Si Québec faisait ça seul, ça serait peut-être un trop grand contraste par rapport au régime fédéral ou au régime des autres provinces. Donc, en gros, c'est une réforme à coût nul, ça veut dire qu'on maintient la capacité d'agir de l'État. Nous, on ne fait pas le choix de faire des baisses d'impôts ou des hausses de fardeau fiscal. On maintient le niveau de recette fiscale exactement où il est une fois la réforme mise en œuvre. Par contre, on rend la fiscalité plus efficace, des impacts positifs sur la prospérité et sur l'emploi. On finance ça comment? En faisant le ménage des dépenses fiscales et en recourant à des impôts moins dommageables. Donc, pour l'essentiel, c'est le gros de nos propositions. Alors, merci beaucoup.